Extrait des débats sur la liberté de la presse. Karl Marx, 1843. Remarque à propos de la récente instruction prussienne sur la censure, par un citoyen rhénan. Nous ne sommes pas de ces mécontents qui, dès avant la publication du nouvel édit prussien sur la censure, s'écrient « Temeo, Danaos et Dana ferentes ». Au contraire, puisque la nouvelle instruction autorise l'examen des lois déjà en vigueur, le résultat dut-il n'être pas au gré du gouvernement. C'est par elle que nous allons commencer sans plus tarder. La censure est la critique officielle. Ces normes sont des normes critiques. Rien ne doit les soustraire à la critique, avec laquelle elle entre en lice. Personne ne désapprouvera la tendance générale formulée dans le préambule de l'instruction. Pour affranchir dès maintenant la presse des limitations inopportunes et nullement conformes à ses très hautes intentions, SM le roi a bien voulu, par un ordre d'en haut, adresser le 10 de ce mois au ministère royal, désapprouver expressément toute contrainte indûment imposée à l'activité littéraire et reconnaissant la valeur et le besoin d'une publicité franche et honnête, nous autoriser à rappeler de nouveau les censeurs au respect convenable de l'article 2 de l'édit de censure du 18 octobre 1819. Oui, certes, la censure, une fois reconnue comme une nécessité, la censure franche et libérale est encore plus nécessaire. Ce qui pourrait immédiatement provoquer un certain étonnement, c'est plutôt la date de la loi mentionnée. Elle est datée du 18 octobre 1819. Comment ? S'agit-il d'une loi à laquelle il a fallu déroger, vu les circonstances ? Il semblait que non, puisque les censeurs sont simplement invités à nouveau à s'y conformer. Donc, la loi existait jusqu'en 1842, mais elle n'a pas été observée, puisque, afin d'affranchir dès maintenant la presse des limitations inopportunes contraires aux intentions suprêmes, on la rappelle à nos mémoires. Conséquence directe de ce préambule, jusqu'à ce jour, la presse a été soumise, en dépit de la loi, à des limitations inopportunes. Ce fait témoigne-t-il contre la loi ou contre les censeurs ? Contre les censeurs, nous allons tout de même pas affirmer chose pareille. Pendant 22 ans, des actes illégaux ont été commis par une autorité qui tient sous sa tutelle le bien suprême des citoyens, leur esprit. Une autorité qui, plus encore que les censeurs romains, réglemente non seulement le comportement de chaque citoyen, mais même celui de l'esprit public. Est-il possible que dans l'État prussien si bien organisé et si fier de son administration, les plus hauts fonctionnaires publics se conduisent avec cette absence de scrupules, avec cette déloyauté systématique ? Ou bien, frappé de cécité permanente, l'État aurait-il choisi pour les postes les plus difficiles les individus les moins capables ? Ou enfin, le sujet de l'État prussien n'a-t-il pas la possibilité de protester contre les procédés illégaux ? Les écrivains prussiens sont-ils à ce point incultes et inintelligents qu'ils ignorent les lois concernant leur existence, ou bien sont-ils trop lâches pour en exiger l'application ? Si nous imputons la faute aux censeurs, ce n'est pas seulement leur propre honneur qui est compromis, mais celui de l'État prussien, des écrivains prussiens. En outre, les censeurs qui ont agi au mépris des lois pendant plus de 20 années ont prouvé, en bravant les lois par argumentum ad hominem, que la presse a besoin d'autres garanties que ces dispositions générales pour ces individus irresponsables. La preuve serait administrer que l'essence de la censure est entachée d'un vice fondamental auquel aucune loi ne saurait remédier. Que si les censeurs étaient gens de mérite et si la loi ne valait rien, pourquoi exiger d'elle de rechef un remède au mal qu'elle a causé ? Ou bien,
S'agit-il d'imputer à des individus la faute objective d'une institution afin d'obtenir subrepticement et sans amélioration des sens l'apparence d'une amélioration ? C'est la manière du pseudo-libéralisme qui se laisse arracher ses concessions, de sacrifier les personnes, les instruments, tout en conservant l'objet, l'institution. Ainsi trompe-t-on la vigilance d'un public superficiel. D'objective, l'exaspération devient personnelle. En changeant les personnes, on croit aboutir au changement de la réalité. De la censure, le regard se détourne vers tel censeur, et les pluctifs du progrès de commande manient contre les censeurs tombés en disgrâce des hardiesses mesquines qui sont autant d'hommages rendus au gouvernement. Une autre difficulté encore arrête nos pas. Certains correspondants de presse confondent l'instruction sur la censure avec le nouvel édit de censure. Ils se sont trompés, mais leur erreur est pardonnable. L'édit de censure du 18 octobre 1819 ne devait avoir qu'une validité provisoire jusqu'en l'an 1824. Et il serait resté provisoire jusqu'à ce jour si la présente instruction ne nous avait pas appris qu'il n'a jamais été appliqué. L'édit de 1819 était lui aussi une mesure intermédiaire, mais l'attente y est expressément limitée, à 5 années, alors que dans la nouvelle instruction, elle ne connaît pas de limite, à ceci près que l'objet de l'attente d'alors ne furent des lois de la liberté de la presse, celui de l'attente actuelle étant des lois de la censure. D'autres correspondants de presse considèrent que l'instruction sur la censure ne fait que redonner vie à l'ancien édit. Leur erreur est réfutée par l'instruction elle-même. Nous considérons que l'instruction sur la censure anticipe en esprit la présumée loi de censure. C'est en quoi nous nous rattachons strictement à l'esprit de l'édit de censure de 1819, dans lequel les lois provinciales et les ordonnances ont pour la presse la même portée. Voir l'édit mentionné, article 16, numéro 2. Revenons-en à l'instruction. D'après cette loi, à savoir l'article 2, la censure ne doit ni empêcher la recherche sérieuse et modeste de la vérité, ni imposer aux auteurs une contrainte indue, ni entraver le libre commerce de la librairie. La recherche de la vérité, que la censure ne doit pas empêcher, est qualifiée de sérieuse et de mode fi. Ces deux attributs assignent à la recherche non pas son contenu, mais plutôt quelque chose qui se trouve en dehors de son contenu. Il dissocie d'emblée la recherche et la vérité, en enjoignant à la première d'avoir des égards pour un tiers inconnu. Constamment attentive à ce tiers que la loi remplit d'une juste irritabilité, la recherche n'en perdra-t-elle pas de vue la vérité ? Or, le premier devoir de celui qui cherche la vérité, n'est-il pas de foncer droit sur elle, sans regarder à droite ni à gauche ? N'oublierai-je pas de dire le fond, si je dois moi encore oublier de le dire dans la forme prescrite ? La vérité est aussi peu modeste que la lumière, et envers qui devrait-elle l'être ? Envers elle-même ? Verum, index, sui et valsi. Donc, envers la contre-vérité ? Si la modestie constitue le caractère de la recherche, elle trahit la peur de la vérité plutôt que de la contre-vérité. Elle agit comme un frein à chaque pas que je fais pour avancer. Elle est une peur infligée à celui qui recherche de trouver le résultat. C'est un préservatif contre la vérité. Un préservatif. En outre, la vérité est universelle. Elle ne m'appartient pas. Elle me possède. Je ne la possède pas. Mon bien, c'est la forme. Elle est mon individualité spirituelle. Le style, c'est l'homme. Et comment ? La loi me permet d'écrire, mais elle exige que j'écrive dans un autre style que le mien. Je peux montrer le visage de mon esprit, mais je dois auparavant lui imposer les plis prescrits. Quel homme d'honneur ne rougirait pas devant cette prétention et ne préférerait pas cacher sa tête sous la toge ? Sous la toge, du moins, on peut deviner une tête de Jupiter. Les plis prescrits ne signifient qu'une chose, bonne mine à mauvais jeu. Vous admirez la diversité enchanteresse, la richesse inépuisable de la nature. Vous ne demandez pas à la rose d'avoir le parfum de la violette, mais vous voudriez que ce qu'il y a de plus riche, l'esprit, ne puisse exister que d'une seule manière ? Je suis humoriste, mais la loi commande d'écrire avec gravité. Je suis hardi, mais la loi ordonne que mon style soit modeste, gris sur gris.
Voilà la seule couleur, la couleur autorisée de la liberté. Un rayon de soleil fait scintiller chaque goutte de rosée, il fait jouer une infinité de couleurs. Mais le soleil de l'esprit, quelque nombreux que soient les individus, quelque variés que soient les objets où ils se reflètent, ne devrait produire qu'une seule couleur, la couleur officielle. L'esprit est essentiellement gaieté, lumière, et vous faites de l'ombre la seule manifestation appropriée. Vous ne le voulez que vêtu de noir, et pourtant, entre toutes les fleurs, il n'en est point de noir. L'essence de l'esprit, c'est la vérité toujours elle-même. Mais pour vous, quelle est cette essence? La modestie. Seul le gueux est modeste, dit Goethe, et vous voulez que l'esprit soit ce gueux-là? Ou s'agit-il de la modestie propre à l'homme de génie dont parle Schiller? Commencez donc par changer tous vos citoyens et surtout vos censeurs en hommes de génie. En demeurant, la modestie de génie ne consiste nullement à parler sans accent et à se méfier du dialecte, comme il convient au langage cultivé, mais avec l'accent du réel et dans le dialecte de sa nature. Elle consiste à oublier modestie et arrogance et à faire ressortir le réel. La modestie générale de l'esprit, c'est la raison, cette munificence universelle qui respecte dans chaque nature ce qu'elle a d'essentiel. En outre, si l'on ne veut pas entendre par gravité, comme le fait Tristram Shandy, une attitude hypocrite du corps destinée à masquer les vices de l'âme, si au contraire on entend par là le sérieux objectif, toute la prescription se réduit à néant. C'est quand je traite le ridicule de manière ridicule que je le traite sérieusement, et l'immodestie la plus grave de l'esprit consiste à être modeste en face de l'immodestie. Sérieux et modestie, notions bien vagues et relatives. Où cesse le sérieux? Où commence la plaisanterie? Où cesse la modestie? Où commence l'immodestie? On nous renvoie au tempérament du censeur. Il serait aussi injuste de prescrire au censeur son tempérament qu'à l'écrivain son style. Si vous voulez être logique dans votre critique esthétique, gardez-vous de rechercher la vérité trop sérieusement et trop modestement, car le comble du ridicule, c'est le sérieux excessif, et l'excès de modestie est l'ironie la plus amère. Enfin, on part d'une conception totalement erronée et abstraite de la vérité elle-même. On range tous les objets de l'activité littéraire sous l'idée générale de vérité. Eh bien, faisons abstraction de l'élément subjectif, c'est-à-dire de ce que le même objet se reflète différemment dans les différents individus et qu'il transpose ces différents aspects en autant de caractères spirituels. Le caractère de l'objet ne doit-il pas exercer nulle influence, vraiment pas la moindre, sur la recherche? La vérité englobe non seulement le résultat, mais aussi le chemin. La recherche de la vérité doit elle-même être vraie. La vraie recherche est la vérité épanouie, dont les membres éparses se réunissent dans le résultat. Et l'on voudrait que le monde de recherche ne se change pas selon son objet. Quand l'objet est riant, on voudrait que la recherche ait l'air sérieux, et quand il est gênant, on voudrait qu'elle soit modeste. Par conséquent, vous violez le droit de l'objet, quand vous violez le droit du sujet. Vous vous faites une idée abstraite de la vérité, et vous faites de l'esprit un juge d'instruction qui en dresse sèchement le procès verbal. Mais à quoi bon tous ces tourments métaphysiques? La vérité n'est-elle pas tout simplement ce que le gouvernement ordonne, la recherche n'étant qu'un tiers superflu et importun, mais qu'il faut se garder de désavouer complètement, à came de l'étiquette? On le dirait presque, en effet, conçue d'emblée par opposition à la vérité, la recherche apparaît forcément en la compagnie suspecte et officielle de la gravité et de la modestie qu'il scie, certes, aux laïcs d'observer en présence du prêtre. La seule raison d'État, c'est l'esprit gouvernemental. Dans certaines circonstances, il est vrai, il faut faire quelques concessions à l'autre esprit et à son bavardage, mais modeste et soumis, grave et ennuyeux, il doit se montrer conscient d'avoir obtenu une faveur et d'être, au fond, un hors-la-loi. Si Voltaire dit « Tom, les genres sont bons, or les genres ennuyeux »,
reconnaissons que le genre ennuyeux devient ici le genre exclusif, comme le prouve à satiété le renvoi au débat des diètes rhénanes. Pourquoi ne préférerait-on pas le bon vieux style de la curie germanique ? Écrivez librement, mais veillez à ce que chaque mot soit en même temps une révérence devant la censure libérale qui laisse passer vos vœux aussi sérieux que modestes. Surtout, ne perdez pas la conscience de la dévotion. La loi met l'accent non pas sur la vérité, mais sur la modestie et la gravité. Par conséquent, tout donne à réfléchir. La gravité, la modestie et avant tout, la vérité dont l'étendue indéterminée semble cacher une vérité bien déterminée, bien douteuse. L'instruction dit encore « D'aucune manière, la censure ne doit être exercée dans un esprit étroit outrepassant la présente loi. » Par présente loi, il faut entendre en premier lieu l'article 2 de l'édit de 1819. Mais plus loin, l'instruction renvoie à l'esprit de l'édit de censure tout court. Les deux dispositions se concilient facilement. L'article 2, c'est la quintessence de l'édit de censure, dont l'articulation et la spécification se trouvent dans les autres articles. Nous ne pouvons pas, semble-t-il, mieux caractériser ledit esprit qu'en citant les dispositions suivantes. Article 7. La dispense de censure accordée jusqu'ici à l'Académie des sciences et aux universités est suspendue pour une durée de 5 ans. Paragraphe 10. Le présent décret provisoire restera en vigueur pendant 5 ans à dater de ce jour. Avant l'expiration de ce délai, la Diète fédérale recherchera sérieusement les voies et les moyens pour lesquels pourraient être mises en application les dispositions conformes relatives à la liberté de la presse, telles que le préconise l'article 18 de l'acte fédératif, et une décision définitive sera prise prochainement pour fixer les limites légitimes de la liberté de la presse en Allemagne. Une loi qui suspend la liberté de la presse, là où elle existait encore, et qui la rend superflue par la censure, là où il faudrait lui assurer l'existence, ne peut pas précisément être qualifiée de favorable à la presse. D'ailleurs, le paragraphe 10 reconnaît sans embâge qu'au lieu de la liberté de la presse proposée par l'article 18 de l'acte fédératif et qu'il faudrait peut-être un jour mettre à exécution, on donne provisoirement une loi de censure. Ce quiproquo démontre pour le moins que le caractère de l'époque commandait les limitations de la presse et que la défiance à l'égard de la presse est à l'origine de l'édit. On va jusqu'à excuser ce contretemps en la déclarant provisoire, sa validité étant limitée à 5 ans. Malheureusement, il en a duré 22. Nous voyons que dès la ligne suivante, l'instruction se contredit. Elle exige d'une part que la censure ne soit pas exercée dans un esprit outrepassant l'édit, et elle lui prescrit en même temps d'outrepasser ses limites. Le censeur peut fort bien autoriser la discussion franche, même des affaires intérieures. Le censeur peut. Il n'y est pas obligé. Ce n'est pas une nécessité. Toutefois, même ce libéralisme prudent va certainement non seulement au-delà de l'esprit, mais au-delà des exigences précises de l'édit de censure. Dans l'article 2, cité par l'instruction, l'ancien édit ne se contente pas d'interdire la discussion franche des affaires prussiennes. Il n'autorise même pas celle des affaires chinoises. Cette catégorie, à savoir, dit le commentaire, les atteintes à la sûreté de l'État prussien et des États confédérés d'Allemagne, englobe toutes les tentatives de représenter sous un jour favorable des partis qui, dans un pays quelconque, travaillent à renverser la Constitution. Est-on autorisé, dans ces conditions, à discuter franchement des affaires intérieures de la Chine et de la Turquie ? Et si des relations aussi lointaines menacent la sécurité vulnérable de la Confédération germanique ? Que dire de toute parole de désapprobation à propos des affaires internes ? Si, de la sorte, l'instruction pousse dans le sens libéral jusqu'à dépasser l'esprit de l'article 2 de l'édit de censure, un dépassement dont le contenu se révélera plus loin, mais qui, au plan formel, est déjà suspensif, dans la mesure où il se donne pour une conséquence de l'article 2, dont l'instruction ne cite prudemment que la première moitié, alors que le censeur est en même temps renvoyé à l'article lui-même,
Elle dépasse tout autant l'édit de censure par son côté antilibéral et ajoute de même restrictions à la presse, en plus des anciennes. On lit dans l'article 2, déjà cité de l'édit de censure, elle, la censure, a pour but d'empêcher tout ce qui est contraire aux principes généraux de la religion, sans se soucier des opinions et des doctrines des divers partis confessionnels et des diverses secteurs tolérés dans l'État. En l'an 1819 régnait encore le rationalisme qui entendait par religion en général la religion dite naturelle. Ce point de vue rationaliste est aussi celui de l'édit de censure qui, au demeurant, commet l'illogisme d'adopter un point de vue irreligieux, alors que son but est de protéger la religion. En vrai, il y a une chose qui est contraire aux principes généraux de la religion, c'est de séparer les dits principes généraux du contenu positif de la religion et de son caractère déterminé, car toute religion croit se distinguer des autres religions particulières qui, de leur côté, entraînent la même illusion et elles croient, précisément, à cause de son caractère déterminé, être la vraie religion. En citant l'article 2, la nouvelle instruction sur la censure omet la suite qui fait restriction, en excluant de l'inviolabilité les divers partis religieux et les diverses sectes, mais elle ne s'y arrête pas, puisqu'elle offre le commentaire suivant. Rien ne sera toléré qui sera dirigé de manière frivole ou hostile contre la religion chrétienne en général ou contre une doctrine déterminée. L'ancien édit de censure ne souffle mot de la religion chrétienne. Il fait au contraire une distinction entre la religion d'une part et tous les divers partis religieux, toutes les sectes d'autre part. La nouvelle instruction non seulement change religion en religion chrétienne, elle y ajoute encore la doctrine déterminée. Exquise trouvaille de notre science devenue chrétienne, qui osera après cela nier qu'elle a forgé à la presse de nouvelles chaînes ? On ne doit pas s'attaquer à la religion, ni en général, ni en particulier. N'allez surtout pas croire que les mots frivoles et hostiles pourraient changer les nouvelles chaînes en guirlandes de roses. Quelle habileté dans les choix des termes frivole, hostile. L'adjectif frivole s'adresse à l'honorabilité du citoyen. C'est le mot exotérique destiné au monde, tandis que l'adjectif hostile est chuchoté à l'oreille du censeur, et c'est l'interprétation légale de la frivolité. Nous trouverons encore dans cette instruction maints exemples de ce tact délicat qui adresse au public un mot subjectif, un mot qui fait monter le rouge au visage, et au censeur un mot objectif, un mot qui chasse le rouge du visage de l'écrivain. Ce procédé permet de mettre en musique des lettres de cachet. Et dans quelle contradiction l'instruction sur la censure ne s'égare-t-elle pas ? Seule et frivole l'attaque partielle, qui s'en tient à tel ou tel côté du phénomène, sans être assez profonde et sérieuse pour atteindre l'essence des choses. Ce qui est frivole, c'est précisément de s'en prendre au seul côté particulier comme tel. Dès lors qu'il est interdit d'attaquer la religion chrétienne en général, il est seulement permis de l'attaquer de manière frivole. Inversement, est hostile toute attaque contre les principes généraux de la religion, contre ses essences, contre ce qu'elle a de spécifique, en tant qu'il s'agit là de la manifestation de l'essence. La religion ne peut être attaquée que de deux manières, hostile et frivole. Il n'y en a pas de troisième. À vrai dire, cet illogisme où s'enfonce l'instruction n'est qu'une illusion, parce qu'elle repose sur l'illusion qu'il est encore permis d'attaquer la religion d'une quelconque manière. En effet, il suffit d'un regard non prévenu pour reconnaître qu'il y a illusion et rien d'autre. La religion ne sera attaquée ni de façon hostile, ni de façon frivole, ni en général, ni en particulier. Aucune attaque contre la religion n'est tolérée. Or, si l'instruction
en contradiction flagrante avec l'édit de censure de 1819, impose de nouvelles chaînes à la presse philosophique, elle devrait du moins être assez logique pour libérer la presse religieuse des vieilles chaînes dont l'édit rationaliste l'avait chargée. En effet, il assigne également à la censure le but d'empêcher le fantasmatique religieux de mêler des articles de foi à la politique et partant de semer la confusion dans les idées. La nouvelle instruction est certes assez avisée pour ne pas mentionner cette disposition dans son commentaire, mais elle n'hésite pas à l'accueillir dans la citation de l'article 2. Cela veut dire qu'on laisse les articles de foi déterminer l'État selon leur nature spécifique, ériger la nature particulière de la religion en norme de l'État. Le vieil édit de censure pouvait à juste titre faire obstacle à cette confusion des idées, car il abandonne à la critique la religion particulière, le contenu spécifique de celle-ci. Toutefois, le vieil édit s'appuyait sur le rationalisme plat et superficiel que vous méprisez vous-même. Mais vous qui fondez l'État jusque dans le détail sur la foi et le christianisme, vous qui voulez un État chrétien, comment pouvez-vous encore recommander à la censure d'obvier à cette confusion des idées ? À la vérité, la confusion du principe politique et du principe chrétien religieux est devenue la confusion officielle. Un mot suffira pour rendre cette confusion perceptible. Pour ne parler que de la religion chrétienne, la seule reconnue, vous avez dans votre État des catholiques et des protestants. Les uns et les autres nourrissent envers l'État les mêmes prétentions, puisqu'ils ont envers lui les mêmes devoirs. Ils font abstraction de leurs différences religieuses et exigent identiquement que l'État soit la réalisation de la raison politique et juridique. Vous, en revanche, vous voulez un État chrétien. Si votre État n'est pas chrétien luthérien, il devient pour le catholique une église dont il ne ferait pas partie, qu'il est obligé de rejeter comme hérétique et dont la nature intime lui répugne. L'inverse est également vrai, car si vous êtes fait de l'espoir général du christianisme l'esprit particulier de votre État, vous décidez en fonction de votre formation protestante ce qui est l'esprit universel du christianisme. Vous déterminez ce qu'est l'État chrétien, bien que l'époque récente vous ait appris que tels fonctionnaires publics sont incapables de tracer les frontières entre les régions et le monde, entre l'État et l'Église. Ce sont des diplomates et non des censeurs, qui devraient négocier et non point trancher au sujet de cette confusion des idées. Enfin, vous tombez dans l'hérésie si vous rejetez comme inessentiel le dogme établi. En appelant votre État généralement chrétien, vous reconnaissez par une tournure diplomatique qu'il n'est pas chrétien. Bref, de deux choses l'une. Interdisez que l'on mêle la religion en général à la politique. Or, cela non plus, vous ne l'acceptez pas, car vous ne voulez pas fonder l'État sur la libre raison, mais sur la foi, la religion étant pour vous la sanction générale de ce qui est positif. Ou bien, permettez aussi que l'on s'emploie fanatiquement à mêler la religion à la politique. Laissez-la faire de la politique à sa manière. Mais cela non plus, vous ne le voulez pas. La religion doit soutenir le pouvoir séculier, mais sans que celui-ci se soumette à la religion. Une fois que vous mêlez la religion à la politique, c'est une prétention insoutenable, irreligieuse, de vouloir séculièrement déterminer comment la religion devrait agir en matière de politique. Quiconque veut, par religiosité, s'allier à la religion, doit y concéder un pouvoir absolu de décision. Ou bien, entendez-vous par religion le culte de votre propre autorité souveraine et sagesse gouvernementale? D'une autre façon encore, l'orthodoxie de la nouvelle instruction sur la censure entre en conflit avec le rationalisme. À la censure, ce dernier donne aussi pour objet de supprimer tout ce qui offense la morale et les bonnes mœurs. L'instruction mentionne ce passage comme s'il s'agissait d'une citation de l'article 2. Or, si l'on trouve dans ce commentaire des additions à l'endroit de la religion, on y constate des omissions relativement à la morale. L'outrage à la morale et aux bonnes mœurs devient une offense à la discipline des mœurs et aux bienséances publiques. On le voit, la morale comme telle, comme principe d'un monde qui obéit à sa propre loi, disparaît, et à la place de l'essence, voici les dehors et les apparences. Voici l'honnêteté, par mesure de police, voici la bienséance de convention. À tout seigneur, tout honneur. Ici se montre la vraie logique.
Le législateur spécifiquement chrétien ne saurait reconnaître la morale comme une sphère autonome, en soi sacrée, car c'est pour la religion qu'il revendique la nature intime et universelle de la morale. La morale autonome offense les principes généraux de la religion, et les idées particulières de la religion répugnent à la morale. La morale ne reconnaît que sa propre religion universelle et rationnelle, et la religion ne reconnaît que sa propre particulière et la religion ne reconnaît que sa morale particulière et positive. D'après cette instruction, la censure devra donc rejeter comme irreligieux les héros intellectuels de la morale tels que Kant, Fichte, Spinoza par exemple, en les accusant de violer la discipline, les mœurs et la bienséance. Tous ces moralistes partent du principe qu'il y a contradiction absolue entre la morale et la religion, parce que, à leurs yeux, la morale est fondée sur l'autonomie, la religion sur l'hétéronomie de l'esprit humain. Mais laissons ces innovations peu réjouissantes de la censure, d'une part le relâchement de ses consciences morales et d'autre part le renoncement de sa conscience religieuse, et tournons-nous vers des choses plus divertissantes, les concessions. Il s'ensuit en particulier que des écrits où l'on juge les mérites de l'administration publique dans son ensemble ou dans ses diverses sections, où l'on examine d'après leur valeur intrinsèque des lois promulguées ou en instance de promulgation, où l'on révèle des fautes et des abus, où l'on suggère ou propose des amendements, ne sont pas à condamner du seul fait qu'ils sont rédigés dans un esprit qui n'est pas gouvernemental, mais à la condition que la forme en soit décente et la tendance bien intentionnée. La modestie et le sérieux de la recherche, cette exigence, la nouvelle instruction la partage avec l'édit de censure, mais elle ne se contente ni de la décence, de la forme, ni de la vérité du fond. Son critère principal, voire son idée directrice, c'est la tendance, alors que dans l'édit, on ne trouve même pas le mot tendance. La nouvelle instruction ne nous dit pas non plus ce qu'elle entend par tendance, mais le passage suivant prouve l'importance qu'elle y attache. Il est en outre indispensable que la tendance des avis formulés contre les mesures gouvernementales ne soit ni haineuse ni malveillante, mais bien intentionnée, et il faut exiger du censeur la bonne volonté de la compréhension, afin qu'il sache distinguer devant quel cas il se trouve. En considération de quoi, les censeurs feront porter leur attention particulière sur la forme et le ton du langage des écrits à imprimer, et ils en interdiront l'impression chaque fois que leur tendance se révélera pernicieuse, par la passion, la véhémence ou l'arrogance. Voilà donc l'écrivain livré au terrorisme le plus redoutable de la juridiction de la suspicion. Des lois tendancieuses, des lois qui n'offrent pas de normes objectives, ce sont des lois du terrorisme telles que les ont inventées la détresse de l'État sous Robespierre et la corruption de l'État sous les empereurs romains. Des lois qui font non de l'acte comme tel, mais de la convention de l'acteur leurs critères principaux. Ce sont tout bonnement des sanctions positives de l'absence de loi. Mieux vaut, à l'instar du fameux tsar de Russie, faire couper la barbe à tout le monde par des cosaques officiels que prendre pour critère de ce châtiment l'opinion qui me fait porter la barbe. C'est seulement quand je m'extériorise, quand j'entre dans la sphère du réel, que j'entre dans la sphère du législateur. Pour la loi, je n'existe absolument pas, n'en suis nullement l'objet, sauf quand j'agis. Seuls mes actes lui donnent prise sur moi. En effet, ils sont la seule chose pour laquelle je revendique un droit à l'existence, un droit à la réalité, par quoi je tombe donc sous le coup du droit réel. Or, la loi tendancieuse ne punit pas seulement ce que je fais, mais encore ce que je pense en dehors de cet acte. C'est donc une insulte à l'honneur du citoyen, une loi vexatoire contre mon existence. J'ai beau le tourner et le retourner comme je veux, l'important, ce n'est jamais l'état de fait. On suspecte mon existence, mon être intime, mon individualité considérée comme mauvaise, et je suis puni d'avoir telle opinion. La loi ne me punit pas pour le tort que je cause, mais pour le tort que je ne cause pas. À vrai dire, on me punit parce que mon acte n'est pas contraire à la loi, car c'est seulement ainsi que j'oblige le juge clément et bien intentionné à s'en tenir à mes mauvaises convictions, qui se garde prudemment de s'afficher au grand jour. La loi qui s'en prend aux convictions n'est pas une loi de l'État faite pour les citoyens, mais une loi faite par un parti contre un autre parti.
La loi tendancieuse supprime l'égalité des citoyens devant la loi. C'est une loi qui divise au lieu d'unir, et toutes les lois qui divisent sont réactionnaires. Ce n'est pas une loi mais un privilège. Tel peut faire ce que tel autre n'a pas le droit de faire. Non que ce dernier soit privé d'une capacité objective, comme l'enfant qui ne peut pas s'engager par contrat, mais uniquement parce qu'on soupçonne sa bonne foi, sa conviction. L'état moral suppose chez les membres le sens de l'État. Dussent-ils entrer en opposition avec un organe de l'État, avec le gouvernement. Mais voici une société où un seul organe se croit détenteur unique et exclusif de la raison d'État et de la moralité d'État. Voici un gouvernement qui, par principe, s'oppose au peuple et de ce fait tient sa propre conviction antisociale pour la conviction générale et normale. La mauvaise conscience de la faction invente des lois tendancieuses, des lois de vengeance contre un état d'esprit qui habite les membres du gouvernement, et seulement ceux-ci. Les lois qui s'en prennent aux convictions sont fondées sur l'absence de conviction, sur l'opinion immorale, matérielle que l'on a de l'État. Elles sont le cri qui trahit la mauvaise conscience. Et comment faut-il exécuter une loi de ce genre ? Par un moyen plus révoltant que la loi même, par des espions. Ou, en convenant préalablement que des écoles littéraires tout entières doivent être tenues pour suspectes, sous réserve s'entend, de rechercher à quelle école appartenait tel individu. De même que dans la loi tendancieuse, la forme légale est une contradiction avec le fond. De même que le gouvernement qui légifère s'élève contre ce qu'il est lui-même, contre la conviction antisociale. De même, ce gouvernement constitue en particulier, pour ainsi dire, le monde renversé par rapport à ses lois, car il a 2 poids et 2 mesures. Est juste d'un côté ce qui est injuste de l'autre. Ces lois sont déjà le contraire de tout ce qu'elles érigent en loi. La nouvelle instruction de censure ne manque pas de s'embrouiller dans cette dialectique. Elle est cette contradiction qui consiste à pratiquer elle-même et à exiger des censeurs tout ce qu'elle condamne dans la presse comme antisocial. Elle interdit ainsi aux écrivains de suspecter les convictions de personnes ou de classes entières de personnes, et tout d'une haleine. Elle ordonne aux censeurs de diviser tous les citoyens en suspects et en non-suspects, en bien-pensants et en mal-pensants. La critique retirée à la presse devient le devoir quotidien du critique gouvernemental. Encore, ne s'en tient-on pas à ce renversement des rôles ? Au sein de la presse, l'antisocial apparaissait, quant à son fond, comme un fait particulier. Et quant à sa forme, c'était un fait général, c'est-à-dire livré au jugement général. Or, voici que le rapport s'inverse. Le fait particulier apparaît maintenant, quant à son fond, comme une chose autorisée, l'antisocial comme opinion de l'État, comme un droit public, comme un fait particulier quant à sa forme, inaccessible à la lumière générale, soustrait au grand jour de la publicité, relégué dans le bureau du critique officiel. Ainsi, tout en prétendant protéger la religion, l'instruction viole le principe le plus général de toutes les religions, le caractère sacré et inviolable de la conviction subjective. Elle érige le censeur à la place de Dieu, en juge du cœur. Elle interdit ainsi les propos blessants et les jugements injurieux à l'adresse des personnes, mais elle vous expose chaque jour aux jugements injurieux et désobligeants du censeur. Ainsi, l'instruction prétend empêcher les médisants provenant d'individus malveillants et mal informés, et elle oblige le censeur à se fier à ces médisances et à les rechercher, à pratiquer l'espionnage, qu'elle confie à des individus mal informés et malveillants, en rabaissant le jugement de la sphère du contenu objectif dans la sphère de l'opinion subjective et de l'arbitraire. Ainsi, il ne faut pas suspecter les intentions de l'État, mais l'instruction a pour principe la suspicion à l'égard de l'État. Ainsi, il ne faut pas cacher un mauvais esprit sous de belles apparences, mais l'instruction repose elle-même sur une fausse apparence. Ainsi, on veut relever le sentiment national et on s'appuie sur une conception qui dégrade les nations. On exige un comportement conforme à la loi et le respect de la loi, mais on nous demande en même temps de vénérer les institutions qui nous mettent hors la loi et substituent l'arbitraire au droit. Il est de notre devoir de reconnaître le principe de la personnalité jusqu'à faire confiance aux censeurs, malgré l'institution imparfaite de la censure. Et vous violez le principe de la personnalité jusqu'à la faire juger, non d'après ses actes, mais d'après l'opinion que l'on a de l'opinion sur ses actes. Vous exigez la modestie
et vous commencez vous-même par cette énorme immodestie de nommer tel et tel serviteur de l'État au rôle de mouchard du cœur, de savantissime, de philosophe, de théologien, de politique, d'Apollon delphien. D'une part, vous nous faites un devoir de reconnaître l'immodestie, et vous nous défendez d'autre part d'être immodestes. Attribuer la perfection de l'espèce à des individus particuliers, voilà la vraie immodestie. Le censeur est un individu particulier, mais la presse s'élargit à l'espèce. Vous exigez notre confiance, mais vous donnez force de loi à la méfiance. Vous vous fiez à ce point à vos institutions d'État que vous les croyez en mesure de changer le faible mortel, le fonctionnaire, en un saint, et de lui rendre possible l'impossible. Vous avez si peu confiance en votre organisme d'État que vous craignez l'opinion isolée d'un homme privé, car vous traitez la presse comme s'il s'agissait d'un homme privé. Vous présumez que les fonctionnaires agiront de manière toute impersonnelle, sans haine, ni passion, sans étroitesse d'esprit, ni faiblesse humaine. En revanche, vous soupçonnez l'impersonnel, les idées, de regorger d'intrigues personnelles et de bassesse subjective. L'instruction exige une confiance illimitée dans le corps des fonctionnaires, et elle nourrit une méfiance sans borne envers le corps des non-fonctionnaires. Pourquoi ne rendrions-nous pas la pareille ? Pourquoi le corps des fonctionnaires, précisément, n'éveillerait-il pas la méfiance ? Cela vaut également pour le caractère. L'homme sans parti pris aura d'emblée plus de respect pour le caractère du critique public que pour celui du critique secret. Ce qui, tout compte fait, est mauvais, reste mauvais, quel que soit l'individu, critique privé ou critique au service du gouvernement, qui en porte la responsabilité. À cela près que dans le second cas, le mal est autorisé et considéré d'en haut comme une nécessité pour réaliser le bien d'en bas. La censure de la tendance à la tendance de la censure sont un cadeau offert par la nouvelle instruction libérale. Personne ne nous en voudra si nous abordons avec quelque défiance ces autres dispositions. Des propos injurieux et des jugements diffamatoires à l'adresse de personnes ne se prêtent pas à l'impression. Ne se prêtent pas à l'impression ? Au lieu de cette atténuation de style, il serait désirable que le jugement offensant et diffamatoire eût été défini par des critères objectifs. Cela s'applique pareillement à la suspicion jetée sur les convictions de personnes ou, un ou lourd de sens, de classes tout entières, à l'utilisation de noms de partis et autres attaques personnelles. Par conséquent, défense de classer les gens par catégorie, d'attaquer des classes entières, d'user de noms de partis. Et l'homme doit pourtant, à l'exemple d'Adam, donner un nom à chaque chose, afin que celui-ci existe pour lui. Pour la presse publique, les noms de partis sont des catégories indispensables. Tout cela fait partie des personnalités. Mais alors comment s'y prendre ? Défense de s'attaquer à la personne singulière, comme aussi à la classe, à la généralité, à la personne morale. L'État ne veut tolérer, en quoi il a raison, ni injure ni personnalité. Au moyen d'un « ou » subtil, la généralité est elle aussi comprise parmi les personnalités. Par cette « ou », la généralité se situe au centre, et par un petit « et », nous apprenons, finalement, qu'il n'a été question que de personnalité. Cependant, une conséquence bien simple en résulte. Tout contrôle des fonctionnaires, comme de toute institution constituant une classe d'individus, est interdit à la presse. Si la censure est exercée conformément à des indications dans l'esprit de l'édit de censure du 18 octobre 1819, une publicité franche et décente aura suffisamment de latitude et l'on peut espérer que de la sorte sera éveillé un souci plus grand des intérêts de la patrie et que le sentiment national s'en trouvera rehaussé. Nous voulons bien admettre que d'après ces indications, la publicité décente, au sens de la censure, pourrait disposer d'une liberté de mouvement plus que suffisante. Le terme spielraum, espace de jeu, est lui aussi choisi avec bonheur, car l'espace est calculé pour une presse joueuse qui se plaît aux cabrioles. L'est-il pour une publicité franche ? Et où se situera son franc courage ? Nous laissons à la sagacité du lecteur le soin d'en juger. Quant aux espoirs dont parle l'instruction, il se peut bien que le sentiment national soit rehaussé de la même manière que le sentiment de la nationalité turque est rehaussé par l'envoi du cordon.
Savoir si c'est justement la presse aussi modeste que sérieuse qui éveillera le souci des intérêts de la patrie, c'est à la presse elle-même d'en juger. Ce n'est pas en parlant de la Chine qu'une presse éthique peut être remplumée. Mais peut-être nous sommes-nous fait une idée trop sérieuse de la période en question. Peut-être en saisirons-nous mieux le sens si nous la considérons comme un simple crampon dans la guirlande de roses. Peut-être ce crampon libéral fixe-t-il une perle d'une valeur très douteuse. Voyons cela de plus près. Tout dépend du contexte. Le rehaussement du sentiment national et l'éveil du souci des intérêts de la patrie s'expriment impérativement dans le passage précité, se transforment subrepticement en un ordre qui renferme une nouvelle contrainte pour la presse, imposée à nos pauvres quotidiens phtisiques. Par ce moyen, on peut espérer que la littérature politique et la presse quotidienne, elles aussi, comprendront mieux leur vocation, que disposant d'une matière plus riche, elles adopteront un ton plus digne et qu'elles dédaigneront désormais de spéculer sur la curiosité de leurs lecteurs en répandant des nouvelles insipides, empruntées de journaux étrangers ou lancées par des correspondants mal informés et en se livrant à des cancans et des personnalités, une tendance contre laquelle la censure a l'indubitable mission d'intervenir. Par le moyen signalé, on espère que la littérature politique et les quotidiens politiques comprendront mieux leur vocation, etc. Seulement, la meilleure compréhension ne s'obtient pas sur commande. Elle aussi, elle est un fruit que l'on doit encore attendre, et l'espoir vaut ce qu'il vaut. Mais l'instruction est bien trop pratique pour se contenter d'espérances et de vœux pieux, tandis qu'elle accorde à la presse, comme un nouveau soulagement, l'espoir d'une amélioration future. La bienveillante instruction lui retire en même temps un droit présent. La presse perd ce qu'elle possède encore, l'espoir de son amélioration. Elle subit le sort du pauvre Sancho Panza, à qui son médecin de cour soustrait tous les mets, de crainte qu'un mal d'estomac ne l'empêche de remplir les tâches que le duc lui a confiées. En même temps, nous ne devons pas négliger l'occasion d'exhorter l'écrivain prussien à acquérir ce style de l'espèce convenable. La première phrase débute ainsi. Par ce moyen, on peut espérer que. Ce que commande toute une série de prescriptions que la littérature politique et la presse quotidienne comprendront mieux leur vocation, qu'elles adopteront un ton plus digne, etc., qu'elles dédaigneront les informations insipides empruntées de journaux étrangers, etc. Toutes ces prescriptions sont encore sous le régime de l'espoir, mais la fin, rattachée au reste par un tiret. Une tendance contre laquelle la censure a l'indubitable mission d'intervenir, dispense le censeur de la tâche ennuyeuse d'attendre l'amélioration espérée de la presse quotidienne et l'autorise même à biffer sans façon ce qui le choque. Le traitement interne a fait place à l'imputation. Pour mieux atteindre cet objectif, il convient d'user d'une grande circonspection dans l'agrément de nouveaux journaux et de nouveaux rédacteurs, afin que la presse quotidienne ne soit confiée qu'à des hommes absolument intègres chez qui la compétence scientifique, le rang et le caractère garantissent le sérieux des aspirations et la loyauté des conceptions. Avant d'entrer dans le détail, voyons d'abord une remarque d'ordre général. L'agrément de nouveaux rédacteurs, donc des futurs rédacteurs tout court, est confié entièrement à la grande circonspection. S'entend des autorités officielles de la censure, alors que l'ancienne édite laissait du moins, sous certaines conditions, le choix du rédacteur à la discrétion de l'éditeur. Article 9. L'autorité supérieure de censure est en droit de déclarer à l'éditeur du journal que le rédacteur proposé n'est pas de ceux qui inspirent la confiance nécessaire. Dans ce cas, l'éditeur est obligé soit d'engager un autre rédacteur, soit, s'il tient à conserver celui qu'il a choisi, de fournir une caution dont le montant sera fixé par nos ministères mentionnés plus haut, sur proposition de la dite autorité supérieure de censure. Une toute autre profondeur, un romantisme de l'esprit, pourrait-on dire, s'exprime dans la nouvelle instruction sur la censure.
alors que l'ancienne édite exige des cautions extérieures, prosaïques, donc également définissables, sous la garantie desquelles un rédacteur, même gênant, devrait être admis. L'instruction, au contraire, ôte à l'éditeur d'un journal toute initiative et renvoie à la sagesse préventive du gouvernement, la grande prudence et la profondeur d'esprit des autorités, aux qualités intérieures subjectives, extérieurement indéterminables. Mais si l'indécision, l'intériorité délicate et l'exaltation subjective du romantisme, si tout cela prend soudain une forme purement extérieure, en ce sens seulement que les contingences extérieures apparaissent non plus dans leur netteté et leur limitation prosaïque, mais nimbées d'une gloire merveilleuse, d'une profondeur et d'une splendeur imaginaires. L'instruction, elle aussi, échappera difficilement à ce destin romantique. On voudrait que les rédacteurs de la presse quotidienne, catégorie qui englobe l'ensemble du journalisme, soient des hommes absolument irréprochables. Comme garantie de cette intégrité absolue, on indique tout d'abord la compétence scientifique, sans douter le moins du monde que le censeur puisse posséder cette compétence pour porter un jugement sur n'importe quelle sorte de compétence scientifique. Si la Prusse abrite une pareille foule de génies universels connus du gouvernement, chaque ville possède au moins un censeur. Pourquoi ces cerveaux encyclopédiques ne se manifestent-ils pas comme écrivains ? Beaucoup mieux que pour la censure, on viendrait à bout des égarements de la presse. Si ces fonctionnaires très puissants par leur nombre, et plus encore par leur science et par leur génie, s'élevaient d'un seul élan pour écraser de leur poids ces misérables écrivains spécialisés dans un seul genre. Mais qui même dans cette spécialité ne possède aucune compétence officiellement reconnue ? Pourquoi ces hommes avisés se taisent-ils, eux qui, tels les oies de Rome, pourraient, en cacardant, sauver le Capitole ? Ces hommes sont excessivement discrets. Ils sont inconnus du public scientifique, mais le gouvernement les connaît. Et s'il s'agit d'hommes tels que nul État n'a su en trouver, car jamais État n'a connu de classe entièrement composée de génies universels et de polymathes, combien plus géniaux doivent être ceux qui choisissent ces hommes ? Quelle ne doit pas être leur science occulte pour qu'ils puissent délivrer à des fonctionnaires inconnus dans la République des lettres un certificat attestant leur universelle compétence scientifique. Plus nous montons dans cette bureaucratie de l'intelligence et plus nous rencontrons de ces têtes merveilleuses. Un État qui possède de ces piliers d'une presse parfaite, suit-il son intérêt et agit-il opportunément en faisant de ces hommes les gardiens d'une presse mal faite et en rabaissant la perfection à un moyen de l'imperfection ? Autant vous embauchez de ces censeurs, autant vous enlevez de chances d'amendement au royaume de la presse. Vous privez votre armée des hommes bien portants pour en faire les médecins des mal portants. Tel Pompée, frappé du pied et de chaque édifice gouvernemental, jaillira un palace Athéna toute cuirassée. Devant la presse officielle, l'insipide presse quotidienne rentrera dans son néant. L'existence de la lumière suffit à réfuter les ténèbres. Faites briller votre lumière et ne la mettez pas sous les boisseaux. Au lieu d'une censure imparfaite dont vous mettez vous-même en doute la pleine légitimité, donnez-nous une presse parfaite qu'il vous suffira de commander et dont l'État chinois vous fournit le modèle séculaire. Mais érigez la compétence scientifique en condition unique, nécessaire pour les publicistes de la presse quotidienne, n'est-ce pas promouvoir l'esprit au lieu de favoriser le privilège et d'imposer des exigences conventionnelles ? N'est-ce pas une condition imposée par l'objet, même et nullement par la personne ? Malheureusement, l'instruction de censure nous arrête dans notre panégyrique. Outre la garantie que présente la compétence scientifique, il y a celle qu'offrent le rang et le caractère. Rang et caractère. Le caractère qui vient directement après le rang paraît presque en être une simple émanation. C'est le rang que nous allons d'abord considérer. Il se trouve tellement écrasé entre la compétence scientifique et le caractère que l'on pourrait presque douter de sa bonne conscience.
Exiger en général la compétence scientifique. Quel libéralisme? Exiger en particulier le rang social. Quel anti-libéralisme? La compétence scientifique plus le rang, quel pseudo-libéralisme? Compétence scientifique et caractère étant des notions très imprécises, et l'idée de rang au contraire très précise, pourquoi n'en conclurions-nous pas que l'indéterminé doit par nécessité logique trouver dans le déterminé contenu et soutien? Le censeur commettrait-il donc une grande erreur d'interprétation en affirmant que la forme extérieure sous laquelle la compétence scientifique et le caractère se manifestent, c'est le rang social, et cela d'autant plus que le corps dont il fait partie lui garantit cette manière de voir comme étant celle de l'État. Sans cette interprétation, il est pour le moins absolument incompréhensible que la compétence scientifique et le caractère ne soient pas des garanties suffisantes de l'écrivain et que le rang social soit la troisième condition nécessaire. Surtout, s'il arrivait au censeur d'être pris dans un dilemme, si ces garanties ne se trouvaient que rarement ou même jamais réunies, comment ferait-il son choix, puisque choisir il faut, puisqu'il faut bien que quelqu'un rédige revues et journaux? Il se peut que la compétence scientifique et le caractère, sans le rang, paraissent problématiques au censeur, vu leur indétermination, comme d'ailleurs il doit s'étonner, à bon droit, que ces qualités existent séparément, sans lien avec le rang social. En revanche, le censeur est-il en droit de mettre en doute le caractère ou le savoir, toutes les fois que le rang social existe? Dans ce cas, il accorderait à l'État moins de jugement qu'à lui, tandis que, dans le cas contraire, il montrerait plus de confiance dans l'écrivain que dans l'État. Un censeur oserait-il manquer de tact à ce point, être à ce point mal pensant? C'est peu probable, et assurément personne ne s'y attend. Critère décisif en cas de doute, le rang social est en général ce qui décide absolument. Nous voyons donc que si d'abord, par son orthodoxie, que l'instruction entre en conflit avec l'édit de censure, c'est maintenant par son romantisme qui est toujours en même temps poésie tendancieuse. Garantie prosaïque, véritable, la caution d'argent devient une garantie idéale, et celle-ci se change en rang social, très réel et individuel, lequel reçoit une signification magique, fictive. Pareillement, la garantie change de signification. Ce n'est plus à l'éditeur de choisir un rédacteur dont il se porte, lui, garant devant l'autorité. C'est à l'autorité de lui choisir à lui un rédacteur dont elle se porte garante devant elle-même. L'ancienne édite attend les travaux du rédacteur dont répond la caution en argent versée par l'éditeur. L'instruction, elle, ne se préoccupe pas du travail, mais de la personne du rédacteur. Elle exige une individualité déterminée que l'argent de l'éditeur devra lui procurer. La nouvelle instruction n'est pas moins superficielle que l'ancienne édite. Mais, alors que celui-ci énonce et délimite la réalité prosaïque selon sa nature, celle-là prête à l'extrême contingence un esprit imaginaire et énonce le pur individuel avec le pathétique de l'universalité. Cependant, si l'instruction romantique confère, quand il s'agit du rédacteur, à la précision la plus formelle le ton de l'imprécision la plus sentimentale, elle confère, quand il s'agit du censeur, à l'imprécision la plus vague le ton de la précision légale. La même prudence sera observée dans la nomination des censeurs, afin que l'office de censeur ne soit confié qu'à des hommes de convention et d'aptitude éprouvée, qui répondent parfaitement à la confiance insigne attachée à cette profession. Des hommes qui, bien pensants autant que perspicaces, sachent distinguer la forme et le fond des choses et, avec sûreté de tact, surmonter leur hésitation quand le sens et la tendance d'un écrit ne justifient pas en soi ces hésitations. Au lieu du rang et du caractère de l'écrivain, nous avons ici les convictions éprouvées, le rang allant de soi. Ce qui est plus significatif encore, c'est qu'on exige de l'écrivain la compétence scientifique et du censeur des aptitudes tout court, sans autre précision. D'inspiration rationaliste, sauf pour la politique, l'ancienne édite réclame à l'article 3 des censeurs
ayant une culture scientifique, voire des censeurs éclairés. Aucun de ces attributs ne figure dans l'instruction, et la compétence de l'écrivain, c'est-à-dire une aptitude bien déterminée, perfectionnée, devenue réalité, fait place chez le censeur à une disposition naturelle pour la compétence, à l'aptitude tout court. C'est donc la disposition naturelle à l'aptitude qui est appelée à censurer la compétence réelle, alors que de toute évidence, c'est l'inverse qui devrait se produire. Notons enfin, en passant, que l'aptitude du censeur n'est pas précisée quant à sa nature objective, ce qui ajoute bien sûr à son ambiguïté. En outre, l'office du censeur doit être confié à des hommes qui répondent parfaitement à la confiance insigne attachée à cette fonction. Nous ne nous arrêterons pas plus longtemps à cette prescription fictive et pléonastique. Choisir pour un office des hommes dont on admet qu'ils répondent parfaitement à l'avenir, à la confiance insigne qu'on leur témoigne, que voilà une confiance bien parfaite, en vérité. Enfin, les censeurs doivent être des hommes qui, bien pensants, autant que perspicaces, sachent distinguer la forme et le fond des choses, et avec sûreté de tact, surmonter leur hésitation, quand le sens et la tendance d'un écrit ne justifient pas en soi ces hésitations. Or, un peu avant, l'instruction prescrit. À cet égard, à savoir l'examen de la tendance, les censeurs veilleront également, et tout particulièrement à la forme et au ton du langage des écrits destinés à l'impression, et ils étudieront la publication, chaque fois que leur tendance se révélera nuisible par la passion, la véhémence et l'arrogance. Par conséquent, le censeur doit tantôt juger la tendance d'après la forme, tantôt la forme d'après la tendance. Déjà le fond avait entièrement disparu en tant que critère de la censure, et voilà que la forme s'évanouit à son tour. Pour peu que la tendance soit bonne, les manquements à la forme ne tirent pas à conséquence. L'écrit peut n'être ni très sérieux, ni très modeste. Il peut paraître violent, passionné, présomptueux. Qui sera intimidé par cet extérieur revêche ? Il convient de faire le départ entre la forme et le fond. Il fallait abandonner cette apparence des qualifications. L'instruction devait aboutir à une contradiction totale avec elle-même. En effet, tout ce qui doit trahir la tendance ne reçoit, au contraire, sa qualification que dans la tendance, et doit, à plus forte raison, être reconnu grâce à la tendance. La véhémence du patriote est une ardeur sacrée, sa passion est la sensibilité de l'amant, sa présomption un dévouement généreux, trop immense pour être modéré. Toutes les normes objectives ont disparu, pour ne laisser qu'un rapport personnel, et le tact du censeur peut être appelé une garantie. Qu'est-ce donc que le censeur peut blesser ? Le tact. Or, le manque de tact n'est pas un crime. Du côté de l'écrivain, qu'est-ce qui est menacé ? L'existence. Quel État a jamais fait dépendre l'existence de classes entières du tact de tel ou tel fonctionnaire ? Répétons-le. Toutes les normes objectives ont disparu. Du côté de l'écrivain, la tendance est l'ultime fond qui soit exigé et prescrit. L'opinion sans forme en tant qu'objet, la tendance comme objet, comme opinion au sujet de l'opinion, c'est le tact, et c'est le seul attribut du censeur. Mais si l'arbitraire du censeur, car le droit de l'opinion seul est le droit de l'arbitraire, est une conséquence qui était dissimulée sous le voile de critères objectifs, en revanche, l'instruction affirme tout à fait ouvertement l'arbitraire du présidium supérieur. Celui-ci bénéficie d'une confiance sans réserve, et cette confiance accordée au premier président est l'ultime garantie de la presse. Ainsi, dans l'imagination présomptueuse de l'État policier, la censure repose, dans son essence, sur ses fonctionnaires. On n'accorde pas la moindre confiance à l'intelligence et à la bonne volonté du public, mais tout doit être possible aux fonctionnaires, même l'impossible. Ce vice fondamental frappe toutes nos institutions. Ainsi, dans la procédure pénale, par exemple, juges, accusateurs et défenseurs sont réunis en une seule personne. Ce cumul est contraire à toutes les lois de la psychologie. Mais le fonctionnaire est au-dessus des lois psychologiques, tout comme le public est au-dessous du fonctionnaire. On peut à la rigueur innocenter un principe d'état défectueux. Ce qui est impardonnable, c'est que ce principe ne soit pas assez honnête pour être conséquent avec lui-même. La responsabilité des fonctionnaires devrait être incomparablement supérieure à celle du public, tout autant que le fonctionnaire soit au-dessus du public.
Or, c'est précisément là où seule la conséquence pourrait justifier le principe et le rendre légitime dans sa propre sphère, qu'on l'abandonne, et c'est là, précisément, qu'on applique le principe contraire. Le censeur est lui aussi accusateur, défenseur et juge en une seule personne. Le censeur se voit confier l'administration de l'esprit. Le censeur est irresponsable. La censure pourrait revêtir un caractère provisoirement loyal à condition d'être subordonné aux tribunaux ordinaires, chose évidemment impossible tant qu'il n'existe pas de législation objective sur la censure. Mais le pire des remèdes est de rendre à son tour la censure justifiable de la censure d'un premier président ou d'un conseil supérieur de la censure, par exemple. Tout ce qui vaut pour le rapport de la presse et de la censure vaut également pour les rapports de la censure et de la censure supérieure, et pour les rapports de l'écrivain et du censeur supérieur, bien qu'on ait introduit un chaînon intermédiaire. Ce sont les mêmes relations mais à un échelon plus élevé. C'est l'erreur remarquable de conserver la chose et de vouloir en changer la nature, en changeant les personnes. Si l'État coercitif voulait être loyal, il s'abolirait. Chaque point nécessiterait la même pression et la même contre-pression. La censure supérieure devrait être censurée à son tour. Pour échapper à ce cercle infernal, on se décide à être déloyal. L'illégalité pouvant commencer à la 3e ou à la 99e couche sociale. Comme l'état des fonctionnaires ne ressent qu'obscurément la conscience de ces faits, il s'efforce tout au moins de placer assez haut la sphère de l'illégalité pour la dérober au regard, et il croit alors qu'elle a disparu. La vraie cure radicale que réclame la censure, c'est sa suppression. Car l'institution est mauvaise, et les institutions sont plus impuissantes que les hommes. Pourtant, que notre opinion soit vraie ou non, les écrivains prussiens gagnent en tout cas grâce à la nouvelle instruction, ou bien en liberté réelle, ou bien en liberté idéale, en conscience.